Salut Christian, j'espère que tu vas bien. Salut Bertrand, ça va super et toi? Super, merci, comme un matin, comme un jeudi matin. Et je voulais te remercier encore pour la vidéo qu'on a fait ensemble la semaine passée, qui est sur ma chaîne YouTube Bertrand Soji Coach. On a eu pas mal de vues, pas mal de retours, donc ouais, bien dans le concret, ça nous a bien plu en tout cas. Ouais, merci à toi, c'était une discussion intéressante. On n'a pas couvert le sujet qu'on voulait couvrir parce qu'on s'est un peu perdu, mais finalement c'était intéressant quand même. Du coup, c'est le but d'aujourd'hui, c'est de continuer le sujet qui était prévu de base, c'est la méthylation. Donc, tu m'en as parlé juste avant qu'on enregistre cette séance. Très intéressant. Tu parles d'axe, warrior, tu parles de la méthylation, tu parles de comment on peut l'influencer. Donc, c'est des choses que j'aimerais bien que tu nous partages en fait. Donc, déjà, qu'est-ce que la méthylation du coup? Qu'est-ce que la méthylation? Alors, d'abord il faut comprendre que c'est un sujet qui est assez vaste et complexe. On va le simplifier, on va vulgariser un peu pour pas y passer 15 heures, hein. Mais la méthylation, en fait, c'est une réaction chimique qui se produit dans notre organisme, dans notre corps. Et en fait, c'est une des réactions chimiques les plus communes ou les plus répandues dans notre corps. Ça arrive des milliards de fois par jour, probablement, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là. En gros, c'est dès que notre corps veut ajouter un atome de carbone à une molécule, on parle de méthylation, parce qu'un groupe méthyle, c'est un atome de carbone avec 3 atomes d'hydrogène, pour faire très simple. Et en fait, l'atome de carbone, c'est un moyen extrêmement simple pour le corps de modifier la fonction d'une molécule, par exemple de la construire, de l'activer ou de la désactiver. Et on utilise la méthylation dans notre corps pour activer ou désactiver énormément de molécules. On va parler un petit peu des différentes fonctions après, mais voilà un petit peu pour le topo de qu'est-ce qu'est la méthylation. Donc, une réaction chimique très très commune qui se passe en permanence dans notre organisme et qui influence notre santé et notre performance ouais, de manière assez profonde. Donc, on peut vraiment dire, je fais de nouveau la personne qui ne connaît rien en génétique, en cellulaire, sans méthylation, on n'existe pas. On peut pas fonctionner déjà. Donc, la méthylation, c'est la base de la construction en fait de qui on est, je suppose. Alors bon, il y a plein de bases de construction, il y a plein de mécanismes physiologiques sans lesquels on ne pourrait pas vivre, hein, mais effectivement, sans méthylation, bah, tu meurs assez rapidement. Je pense que c'est une histoire de secondes ou de minutes. Ok, ok. Et du coup, la méthylation, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut influencer? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise méthylation ou trop de méthylation ou du coup, comment toi tu interviens comme spécialiste dans ce domaine? Alors, effectivement, déjà, on n'est pas tous équipés pareillement face à la méthylation. Il y a de nombreux facteurs génétiques, ce qu'on appelle les SNP, donc en français, c'est des polymorphismes génétiques. Hein, on sait qu'on reçoit deux versions de chaque gène, une de notre père, une de notre mère. Et puis, sur les gènes qu'on reçoit, il y a ce qui s'appelle des allèles, donc c'est les petites lettres qui composent le gène. On n'a pas tous les mêmes allèles au même endroit sur les gènes. Et certains gènes fonctionnent mieux dans certaines conditions, d'autres fonctionnent mieux dans d'autres conditions. Généralement, il n'y a pas uniquement des désavantages à avoir tel ou tel gène. C'est un peu les règles de l'évolution, hein, dans la vie. Euh, mais si on sait quel gène on a ou comment il s'exprime, quels sont ses avantages et ses inconvénients, on peut aussi les utiliser ou compenser les faiblesses qu'on a. Donc la méthylation, elle est, je dirais, fortement influencée par la génétique. Euh, de par ce fait, de par la génétique, il y a des gens qui ont tendance à beaucoup mieux méthyler que d'autres, déjà, ou plus facilement, ou en tout cas qui peuvent méthyler, on va dire, plus facilement avec l'alimentation moderne qu'on a aujourd'hui, et d'autres qui ont besoin d'autres types d'aliments pour méthyler correctement. Donc on a des gens qui subissent un peu plus que d'autres l'alimentation moderne, parce qu'ils ont besoin de certaines molécules que l'alimentation moderne n'apporte pas en suffisance. Donc on a des facteurs qui sont génétiques, déjà sur certains gènes de recyclage qu'il y a dans la méthylation. Et liés à la méthylation, on a des gènes qui viennent coder l'activation ou la désactivation d'autres molécules. Et là aussi, on peut avoir une activation plus rapide ou plus lente.
Et là, on a des grosses différences qui vont influencer après ce qu'on appelle l'axe warrior-warrior, donc c'est le guerrier et le soucieux. Imaginez une ligne avec le guerrier d'un côté, le soucieux de l'autre, et puis la population se trouve là au milieu, entre les deux, voire encore plus loin dans les extrêmes, où ça devient vraiment pathologique ou problématique. Et ça, c'est fortement influencé par tout ce qu'il y a autour de la méthylation et certains autres phénomènes physiologiques. Donc, du coup, pour résumer, il y a un facteur génétique. On est comme ça. Il y a des gens qui ont une meilleure, moins bonne. Ça, c'est la base qu'on a hérité de nos parents. Là, tu as parlé aussi de l'influence extérieure, environnementale, notamment la nutrition. On parle là d'épigénétisme, du coup, c'est l'influence qu'a l'environnement sur la génétique. Donc, ce Voilà. que tu veux en venir à dire, c'est qu'on peut, même si on a de base une mauvaise méthylation, pouvoir l'optimiser à l'aide de l'épigénétisme, donc avec la nutrition ou les compléments. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement, tu parles d'épigénétique. Pour expliquer simplement aux gens, qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Alors déjà, la génétique, imaginez que c'est votre bouquin de recettes de cuisine pour fabriquer des protéines. C'est ça, hein, c'est votre ADN. Il y a les recettes de cuisine pour fabriquer différentes protéines. Qu'est-ce qu'est l'épigénétique? C'est la façon dont ces recettes seront transmises. Ça veut dire, est-ce que le cuisinier, il est bon ou pas? C'est-à-dire que vous avez la recette et puis le cuisinier va décider, est-ce que je suis la recette parfaitement? Est-ce que j'ajoute quelque chose? Est-ce que j'enlève quelque chose? Peut-être que ce sera positif ou négatif. Si on a tout ce qu'il faut dans l'organisme, et là on parle vraiment de groupes méthyl, qui vont jouer un rôle fondamental dans l'expression génétique, donc l'épigénétique, si on a justement ces groupes méthyl qui se placent parfaitement, si on a tous les nutriments nécessaires, notre génétique, elle peut s'exprimer le mieux possible et en tout cas s'adapter rapidement aux évolutions. Parce que la génétique, bah, c'est un peu figé dans le marbre, l'ADN. Par contre, l'environnement, il évolue. Et l'épigénétique permet à notre organisme de s'adapter au changement d'environnement. Parce qu'on a certains gènes qui nous servent à rien dans notre environnement actuel. Si on a une bonne épigénétique, si on a une bonne méthylation, on va pouvoir en fait permettre à notre corps de dire, OK, ce gène, j'en ai pas besoin, je le mets en stand-by. Là, il me porte préjudice, il me coûte de l'énergie pour rien, je le mets en stand-by. Ce gène-là, j'en ai besoin plus que d'habitude, je l'exprime plus, je le favorise par l'ajout de groupes méthyl sur les brins d'ADN. Donc c'est vraiment, c'est une des fonctions de la méthylation finalement. Donc on voit que la méthylation, elle s'auto-influence parce que si on a une génétique qui n'est pas forcément favorable, on peut tout de même l'influencer positivement par une bonne méthylation. C'est un peu peut-être complexe, mais Hmm, On verra le retour des spectateurs, et du coup, moi, je me pose la question. Donc, on a bien compris que cette méthylation peut l'influencer, elle est primordiale, mais en gros, qu'on comprenne bien, si on va s'intéresser à cette méthylation, c'est pourquoi? Tu as parlé de performance, ça peut être pour la concentration aussi, pour la performance, au niveau de la santé, système immunitaire aussi peut-être, ou est-ce que tu arrives à définir en quoi ça peut être intéressant de s'intéresser à la méthylation du coup? ok. Alors, on va parler des fonctions finalement de la méthylation parce que c'est ça qui va donner en fait les mécanismes d'action qu'elle a. Donc, on a parlé de l'épigénétique. Donc, déjà, rien que là, par l'épigénétique, on influence absolument tout ce qui se passe dans le corps. Si on a une bonne méthylation, on permet à notre organisme d'exprimer sa génétique ou d'adapter sa génétique à l'environnement de manière plus fluide, plus efficace. Donc déjà là, on touche à tous les systèmes immunitaires, etc., etc. Le système immunitaire, les anticorps sont des protéines. Les recettes de fabrication sont dans l'ADN. Ensuite, une des fonctions de la méthylation, une des fonctions primaires, c'est la synthèse de la créatine. En fait, l'activation de la molécule de créatine ou la synthèse de la molécule de créatine se fait par la méthylation. En fait, 45% de toute la méthylation qui se passe dans notre corps chaque jour sert à fabriquer de la créatine. C'est une moyenne, hein, bien sûr. Donc, on voit que la créatine prend beaucoup d'énergie au mécanisme méthylatoire.
Donc, la créatine sert bien sûr, elle est connue pour favoriser la force musculaire. Pourquoi? Parce qu'elle permet la régénération de l'ATP qui est le donneur d'énergie rapide à nos cellules musculaires. Mais la créatine, elle a aussi une fonction au niveau cérébral, parce que le cerveau, bah, c'est le principal consommateur énergétique de notre corps, hein. 20% de la consommation d'énergie provient du cerveau, enfin, est accaparée par le cerveau. Et du coup, dans notre cerveau, on a énormément besoin de créatine aussi. Si on est déficitaire en créatine, non seulement au niveau musculaire, on sera vite tétanisé, vite fatigué, mais aussi au niveau cérébral, on aura de la peine à fonctionner cognitivement, à se concentrer, etc. La créatine, elle a aussi un rôle antioxydant au niveau cellulaire, qui a été découvert il y a peut-être en dernier dans les rôles qu'elle a. C'est une molécule qui a énormément de fonctions au-delà de soulever de la fonte. Ça, c'est la première fonction en fait de la méthylation, hormis l'épigénétique. Donc, je ne sais pas si tu as des questions juste par rapport à ça, ou sinon on passe à d'autres fonctions qu'elle a. C'est clair, à mon avis. OK. Une autre fonction qu'elle a, c'est la synthèse de ce qui s'appelle la phosphatidylcholine. La phosphatidylcholine, c'est une molécule qui a de nombreuses fonctions dans les membranes cellulaires, pour la communication entre les cellules, pour le transport des matières grasses. Elle est très importante, par exemple, pour la. Tu sais que dans le foie, on a des petits vaisseaux de transport des matières grasses qui s'appellent les VLDL. On va pas traduire, c'est les. Ouais. On va simplifier les choses, c'est les VLDL. Ils servent à transporter les matières grasses qui passent par le foie ou qui sont créées dans le foie ou stockées dans le foie pour les amener hors du foie et puis qu'elles soient ensuite brûlées comme énergie dans nos cellules. Si tu n'as pas assez de phosphatidylcholine, tu ne peux pas fabriquer assez de vaisseaux de transport, ce qui crée un engorgement du foie en matière grasse, ce qu'on appelle le foie gras finalement. Le nom médical, c'est la stéatose. C'est très répandu dans notre population. Il y a énormément de gens qui ont le foie gras, un petit peu, beaucoup, et ça empêche le foie de fonctionner correctement. C'est très répandu hein, comme problématique. Et là, la méthylation est très importante. Quelqu'un qui méthyle mal aura tendance à manquer de phosphatidylcholine. La phosphatidylcholine est aussi précurseur de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur euh, très important pour l'attention et la performance cognitive. Voilà le rôle au niveau phosphatidylcholine. Je passe à la suite. Vas-y. Alors, l'autre fonction qu'on a de la méthylation, c'est pour la synthèse de la mélatonine, la fameuse hormone qu'on dit du sommeil, qui sert à préparer l'organisme en fait au sommeil, mais qui a aussi un rôle antioxydant, hein, la mélatonine. Donc, on voit que la méthylation a un rôle à jouer dans la qualité du sommeil. Quelqu'un qui n'est pas prêt au sommeil, qui n'arrive pas à trouver l'endormissement, il y a peut-être un problème lié à la synthèse mélatonine. Alors, il n'y a pas que la méthylation qui a un rôle là-dedans, ça peut venir d'ailleurs, mais on peut envisager de regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau méthylation. Voilà pour la mélatonine. On a aussi un rôle dans l'élimination de ce qui s'appelle l'histamine. C'est-à-dire que quand notre corps méthyle l'histamine, contrairement à la mélatonine où on l'active, pour l'histamine, on va la désactiver. L'histamine, c'est aussi c'est une cytokine en fait qui a un rôle de communication qui sert à réguler la réponse allergique. Donc, on a des gens qui ont trop d'histamine en circulation. C'est des gens qui ont facilement, par exemple, le rhume des foins ou d'autres réactions allergiques. Si on méthyle mieux, on va éliminer plus facilement l'histamine. Donc, réduire un peu la probabilité de la réaction allergique. Après, on a besoin de l'histamine, hein. L'histamine, elle sert par exemple à libérer de l'acide gastrique dans l'estomac pour bien digérer les choses. Par contre, si on en a trop, on aura une suracidification de l'estomac, qui a là aussi des problèmes. Et puis l'histamine, elle sert aussi à promouvoir l'éveil au niveau du système nerveux central. C'est aussi une fonction qui est peu connue de l'histamine, qui est très importante. Si on manque d'histamine, quelqu'un qui va surméthyler à l'extrême, il aura énormément de peine à se réveiller le matin. Il va être dans le nuage pendant longtemps, dans le brouillard. Par contre, quelqu'un qui aurait tendance à se réveiller d'un seul coup ou bien trop tôt, il peut y avoir aussi un excès d'histamine, justement. Pour un peu le topo. On voit que là, on a déjà couvert pas mal de fonctions. On voit l'importance de la méthylation, hein. La méthylation, elle sert aussi à éliminer l'excès de la vitamine B3. Et ça, c'est intéressant en fait, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui prennent des surdoses de vitamine B3.
du nicotinamide riboside, par exemple, parce qu'on en fait la promotion, parce que ça rallonge la vie, soi-disant. Enfin, il y a beaucoup de marketing, hein. Il y a des gens qui prennent des grosses doses de B3 en permanence, qui sont tout le temps fatigués. Il faut comprendre que s'il y a trop de B3 dans le corps, c'est un peu toxique. Et le corps notre organisme cherche à l'éliminer. Pour l'éliminer, il doit la méthyler. Si on a beaucoup de B3 à méthyler, ça va taxer en fait notre capacité méthylatoire. C'est-à-dire que plutôt que méthyler, par exemple, pour fabriquer de la créatine ou de la phosphatidylcholine, on va méthyler pour éliminer la B3 qui est en excès. Donc, prendre trop de B3, ça peut être problématique. Certains utilisent intentionnellement l'excès de B3 pour diminuer la méthylation. Par exemple, chez des gens qui surméthylent. Mais on verra après dans certains mécanismes que ce n'est pas forcément la meilleure solution à faire. Mais ça peut être envisagé dans des cas très particuliers. C'est une méthode nutritionnelle de donner des surdoses de B3 pour provoquer certaines réactions. Et il faut doser parce que si on va trop loin, on aura des problèmes psychologiques derrière qui sont transients, pas temporaires. Après, la méthylation, elle sert aussi à détoxifier énormément de molécules chimiques, des médicaments, des métaux lourds, etc., au niveau de notre organisme. Donc voilà un peu pour la plupart des fonctions. Et puis après, l'autre gros groupe de fonctions qu'on va aborder, qui va beaucoup t'intéresser, je pense, c'est la régulation de beaucoup de neurotransmetteurs. Là, la méthylation, elle joue un rôle, par exemple, dans la désactivation de la dopamine, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Donc là, on a vraiment un effet au niveau psychologique de la méthylation. Si je fais un lien avec la neuro que je pratique, la neurologie fonctionnelle, c'est que je donne un exemple, j'ai une cliente qui veut s'améliorer au saut en longueur sans élan. Bah, je peux lui entraîner comme je veux le saut en longueur. Si à la base, son système vestibulaire, par exemple, n'est pas performant ou déficient, le cerveau ne va pas émettre les bons ordres pour sauter loin. Il va se figer parce que de base, le système vestibulaire est trop sollicité. Maintenant, on parle aussi, par exemple, si maintenant je me complémente, tu me dis si c'est juste, si je le comprends bien, on a beau se complémenter avec différentes choses, si la synthèse ne se fait pas correctement par la méthylation, bah, on peut se complémenter comme on veut, on va que créer des déchets et puis ça va pas être synthétisé. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que je peux faire le lien de cette manière? Ou c'est intéressant de s'intéresser d'abord à comment je peux mieux méthyler avant de pouvoir aller dans la complémentation? Tu vois par où je veux en venir ou... Ouais. Alors, la méthylation, elle a un rôle à jouer dans certaines synthèses. On a parlé d'une grande partie d'entre elles. Ouais. Par Donc, exemple, effectivement, tu as nommé. si tu amènes, si ton but, c'est de produire plus de mélatonine en amenant un précurseur, mais que par contre, tu méthyles pas pour synthétiser à la fin, pour ajouter le groupe méthyle à la mélatonine, ça marchera pas. Hmm. Donc, effectivement, qu'il y a un rôle à ce niveau-là. Euh, Maintenant, il n'y a pas tout qui se méthyle dans l'organisme. Il y a quand même d'autres molécules qui sont fabriquées par d'autres types de réactions chimiques. Là, on parle d'ajouter un groupe méthyle. Euh, D'autres réactions chimiques qui sont très répandues, c'est le fait d'ajouter des groupes acétyles, par exemple, et ça, c'est pas lié à la méthylation. Mais on peut dire que la méthylation, c'est quand même un des fondements, c'est un peu l'architecte, j'imagine, peut-être un peu comme ça, qui va permettre. Donc, si, enfin, c'est un terme que je vois pas souvent, la méthylation, mais en fait, je vois que c'est hyper important et qu'on a tendance à aller dans des domaines qui sont moins basiques, mais qui sont, ben, la méthylation, c'est la base. Donc, je pense que, enfin, j'arrive pas bien à expliquer. Je les compare beaucoup à la neuro, en fait. C'est vraiment, Si, voilà, c'est l'architecte, si- en gros. Ouais, excuse-moi. Pour rebondir sur ce que tu dis, si tu imagines le corps comme étant une grande machine mécanique, avec beaucoup d'engrenages liés, imagine que la méthylation, c'est un des engrenages principaux au centre de la machine, qui va agir à beaucoup d'endroits. Ce n'est pas le seul. Comme j'ai dit, il y a d'autres réactions de base avec l'ajout de groupe acétyl, etc. Mais effectivement, la méthylation, elle est vraiment au centre de notre fonctionnement. Donc, si cette roue-là, elle ne tourne pas bien, ça va être difficile d'atteindre la santé en agissant
tout au bout, en périphérie de la machine. Voilà, ça, merci de. Ouais, c'est juste, c'est comme ça que je vois le truc. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment bien méthyler? Du coup, tu as cité le terme, j'ai aimé, si tu méthyles pas bien. Donc, comment bien méthyler? C'est ça qui Ouais. m'intéresse. Alors, pour bien méthyler, il faut comprendre basiquement comment marche la méthylation. Tout d'abord, on a besoin de groupes méthyles. Donc, ces groupes méthyles, ils doivent nous être apportés soit par l'alimentation, soit ils sont régénérés dans le cycle de la méthylation, justement. Donc, pour faire simple, on va rentrer par l'alimentation. Ce qui amène des groupes méthyles, c'est la méthionine. La méthionine, c'est un acide aminé, donc un constituant des protéines, qu'on trouve, je dirais, 2 fois plus facilement dans les produits animaux que végétaux, mais on en trouve autant, enfin, pas autant, mais on en trouve aussi dans les produits végétaux, la méthionine. Et on sait déjà, par exemple, que des régimes purement végétaux, comme un régime vegan, on aura de la peine à amener en quantité suffisante des groupes méthyles dans l'organisme. Ensuite, cette méthionine, elle est transformée une première fois par une réaction chimique, par une enzyme, et ça va donner une molécule qui s'appelle la S-adénosylméthionine, qui est connue sous le nom de SAMe. C'est un complément alimentaire qui est assez connu, surtout aux États-Unis. Ça commence à être connu aussi en Europe, on va dire. Euh, c'est en fait un moyen, par la supplémentation, d'amener directement des groupes méthyles en prenant de la SAMe. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas toujours et pas forcément. Ça dépend de la génétique, ça dépend de beaucoup de choses. Quand on vient amener comme ça de la SAMe, on peut aussi provoquer une surméthylation, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc on avait cette méthionine qui est transformée en SAMe. Cette SAMe, en fait, cette molécule, c'est elle qui va donner les groupes méthyles pour toutes les fonctions dont on a parlé avant. Okay, toutes ces fonctions de méthylation, en fait, la SAMe donne le groupe méthyle pour activer, désactiver une autre molécule ou pour mettre un petit marqueur épigénétique sur nos brins d'ADN pour augmenter ou diminuer l'expression d'un gène. Bien sûr, tout ça, c'est favorisé par des enzymes. Il y a à chaque fois une enzyme entre deux qui vient prendre, en guillemets, je simplifie, mais qui prend le groupe méthyle à la SAMe et qui la donne à quelque chose. Par exemple, l'enzyme qui est chargée de ça pour prendre le groupe méthyle et la donner à la dopamine pour désactiver la dopamine, c'est l'enzyme COMT, qui est aussi un gène. Bien sûr, il y a le gène qui code pour l'enzyme. Et là aussi, on a des différences génétiques suivant les gens. Donc, cette enzyme, elle peut fonctionner vite ou doucement ou à vitesse standard, on va dire. Ça influence beaucoup la psychologie et le mental des gens. Une fois que la SAMe a donné le groupe méthyle, le résidu, après 1 ou 2 opérations, c'est ce qui s'appelle l'homocystéine. L'homocystéine, c'est aussi connu au niveau des maladies cardiaques, etc. Parce que en excès dans la circulation sanguine, l'homocystéine, elle est pro-oxydante, donc elle peut provoquer des dégâts cardiovasculaires. Mais elle a aussi des fonctions normales, l'homocystéine. C'est normal d'en avoir un peu. Cette homocystéine, ensuite, elle peut être soit éliminée pour en faire de la cystéine qui va servir à faire de la taurine, du glutathion, etc. On ne va pas partir là-dedans. Soit elle est recyclée, elle va en fait récupérer des groupes méthyles pour redevenir de la méthionine. Et là, on a bouclé notre boucle, en fait. On est parti de la méthionine, on a été à la SAMe, on a été ensuite à l'homocystéine, et on revient à la méthionine. Maintenant, ce recyclage qui permet, en fait, parce qu'il faut bien comprendre que, imagine, tu viens de manger, tu as mangé un steak, tu as amené de la méthionine, tu as amené des groupes méthyles, tu vas pouvoir méthyler pendant quelques dizaines de minutes, mais passé ces quelques dizaines de minutes, tu n'as plus de groupe méthyle amené de l'extérieur. Donc, il faut bien que ton corps puisse recycler de quelque part l'homocystéine en méthionine pour que la roue continue à tourner. Sinon, la vie s'arrête assez vite. En fait, on a 2 façons de recycler l'homocystéine en méthionine. Et à chaque fois, en fait, c'est une molécule qui vient donner un groupe méthyle à l'homocystéine pour la retransformer en méthionine et la relancer dans la roue. Une des voies qui
permet de recycler l'homocystéine, c'est le cycle des folates. Les folates, on connaît l'acide folique, qui est en fait la B9 industrielle. La B9 naturelle, c'est les folates. La vitamine B9, c'est en fait ce qui va donner le groupe méthyle à l'homocystéine pour la recycler. Donc la B9 a un rôle très important à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'une déficience en B9 a toutes sortes de problèmes au niveau de la santé. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que la B9 qui joue un rôle dans le cycle des folates. On a aussi besoin de la B2, on a besoin de la B12, on a besoin du zinc. Voilà, il y a plusieurs nutriments qui sont importants. Et aussi, on a des polymorphismes génétiques à ce niveau-là qui sont très répandus. Le plus connu, c'est le MTHFR. Peut-être que des gens ont déjà entendu parler de ça, ou il y a peut-être des gens qui possèdent ce polymorphisme. Ces gens-là recyclent très mal la vitamine B9, parce que la B9 sert à recycler la méthionine, mais la B9, elle doit elle-même être recyclée dans un cycle. C'est complexe, il y a plusieurs roues qui tournent. Il y a des gens qui recyclent très mal la B9, et d'autres, c'est extrêmement mal. Et ces gens-là, typiquement, s'ils comptent sur la B9 pour recycler leur homocystéine en méthionine, ça ne se passera jamais bien. Ça sera très difficile de tourner comme ça. Et ceux-là auront vraiment besoin de s'appuyer sur la deuxième voie, qui est celle de la bétaïne et de la choline. Donc, soit on amène de la choline, soit de la bétaïne, et c'est elles qui vont donner le groupe méthyle pour recycler l'homocystéine en méthionine. Et cette voie, elle a aussi besoin du zinc et d'autres molécules. Là, on a fait un peu le tour du cycle de la méthylation. C'est un peu, voilà, j'essaie de rester un peu simple, mais quand même donner une vision globale. Le dernier point dont on n'a pas parlé, c'est que si tu as trop de groupes méthyl, trop de SAMI, c'est la première molécule qui va donner les groupes méthyl, si tu en as trop en stock, c'est toxique. Si tu as trop de groupes méthyl, ça va méthyler un peu n'importe quoi. Donc déjà, ça pourrait réduire trop bas tes niveaux de dopamine, ça pourrait agir comme ça, mais ça va aussi provoquer ce qui s'appelle des mutations aberrantes de l'ADN. Ça veut dire que on a parlé de l'épigénétique, donc notre organisme qui va mettre ces petits groupes méthyl sur l'ADN pour s'adapter à l'environnement. Mais si tu as trop de groupes méthyl, ça va commencer à méthyler l'ADN un peu n'importe où. Et du coup, l'effet sera contraire. Ton ADN sera mal exprimé. Donc en fait, notre corps, il a un super moyen de tamponner l'excès de groupe méthyl. C'est l'acide aminé glycine. La glycine, tant que tu en as en suffisance, dès qu'il y a trop de SAMé, elle vient prendre le groupe méthyl à la SAMI. La glycine devient de la sarcosine et puis généralement, elle est éliminée dans l'urine. Le gros problème, c'est qu'actuellement, beaucoup de gens manquent de glycine. Et là, on a cette balance méthionine-glycine qui est importante, dont on parle quasi jamais. La méthionine qu'on reçoit beaucoup par la viande, le muscle animal. La glycine qu'on reçoit principalement par les tissus conjonctifs, donc le collagène, le bouillon d'os, la peau des animaux, etc. Des aliments qu'on consomme très peu. Donc en fait, la plupart des gens manquent de glycine, n'arrivent pas à tamponner l'excès de méthionine, ce qui a déjà des conséquences à ce niveau-là. Et en plus, ça réduit les stocks de glycine, et la glycine, elle a des dizaines de fonctions. On pourrait faire 6 émissions juste sur la glycine. Voilà, là, on a fait le tour du côté vraiment technique, et puis on partira sur autre chose. Alors, pour moi, en tout cas, c'était très clair. J'essaie de résumer en quelques mots, mais bon, il nous reste environ 8 minutes. Donc, la méthylation, elle se fait par la voie de nutrition et puis par le recyclage en elle-même. La nutrition, on parle des acides aminés, la méthionine qui est dans la protéine végétale et plutôt animale. Et après, ça va faire un cheminement. Et en gros, il faut aussi la B9 pour le recyclage de cette méthylation. Des gens, sachant que des gens ne synthétisent pas bien pardon, je n'utilise pas le bon terme, ne synthétisent pas bien la B9, on peut dire, ou Ne recycle pas bien, mais pas bien la B9, pardon, le même chemin. Donc, mais principalement sinon la B9. Et ce que tu as cité aussi, c'est que la régulation de cette si on a trop de SAMI, donc c'est ce qui est après la méthionine, il peut arriver qu'on ait trop de méthylation, en gros,
Et là, c'est la glycine qui va pouvoir réguler et trouver un équilibre. La glycine qu'on trouve, comme tu as cité dans l'ancienne vidéo, dans le bouillon d'os, mais aussi dans les compléments, je t'avais demandé par WhatsApp, avec le collagène, du coup, qui est principalement constitué de glycine. Donc, on peut trouver ce produit synthétique de qualité en collagène et glycine. J'essaie de résumer en gros. C'est parfait, ouais. Et puis, du coup, moi, la question que j'ai maintenant, est-ce qu'il existe des compléments de méthionine? Alors, je pense que tu peux trouver de la méthionine en tant qu'acide aminé pur, mais généralement, si quelqu'un veut se supplémenter, il va prendre directement la SAMI. Ok, En ouais, fait, il y a des gens qui transforment mal au niveau génétique la méthionine en SAMI. Donc, ces gens vont vouloir prendre directement la SAMI. Mais il faut que ces gens sachent que, à la longue, si tu prends beaucoup de SAMI, tu vas vider ton stock de glycine. Donc, c'est bien de prendre de la glycine en contrepartie, ou au moins de consommer du bouillon d'os et ce genre de choses. Est-ce que Voilà. dans, ok, est-ce que dans le tissu conjonctif, donc par exemple le bouillon d'os, tu trouves aussi de la méthionine ou SAMI, ou si c'est principalement dans la chair? Alors, tu trouves très peu en fait de méthionine dans les tissus conjonctifs, parce que le tissu conjonctif, c'est principalement du collagène. Et le Mhm. collagène, c'est 33% de glycine, c'est quasi 25% de proline, et puis après un ou deux autres acides aminés, mais il n'y a pas de méthionine. Donc en fait, dans le bouillon d'os en soi, il y a extrêmement peu de méthionine. Par contre, dans le muscle animal, ce qu'on appelle la viande noble, en fait, ce que mangent actuellement les gens principalement, de la poitrine de poulet, du steak, etc., tu as beaucoup plus, ou en tout cas beaucoup trop de méthionine par rapport à la glycine. Donc il faut compenser ça d'une manière ou d'une autre. On pourrait dire que les gens, alors moi je mange plus trop de viande maintenant, voilà, ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs qu'on pourrait traiter, je pense au véganisme, au végétarisme, ça pourrait être intéressant, au niveau éthique, mais aussi au niveau fonctionnel, ce que tu mets en avant avec la méthylation, et peut-être éthique de mon côté. Mais je pense que les gens aujourd'hui, par exemple, on prend les gens qui font pas mal de barbecue l'été, barbecue, viande, 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 donc ils sont en surdose de SAMI. Et par contre, on sait que les gens ne rongent plus les os ou moins, ils vont plus manger tout ce qui est tissu conjonctif ou même sous forme de bouillon. Donc, on va retrouver tout autant un déséquilibre que la personne qui ne mange pratiquement pas de viande en fait. Une personne qui ne mange pas assez de viande va peut-être être en sous-méthylation, en gros, en manque de SAMI ou de méthionine, pardon. Et puis les autres, de l'autre côté, les carnivores, mais les carnivores de nos jours, ils vont être en surdose de méthionine et peut-être pas assez de collagène, glycine. Est-ce que c'est juste ce cheminement que je fais? C'est tout à fait juste. Et puis pour te dire, il y a des études qui ont été faites assez récemment pour voir en fait est-ce que la viande en soi est vraiment mauvaise pour la santé. En fait, ils ont donné de grosses quantités de viande, donc steak, etc., à des gens. C'est des études en double aveugle, etc. Pas en double aveugle, mais des études, comment t'appelles, pairs, enfin, revues par les pairs, des études sérieuses, hein. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'à ces gens qui mangeaient beaucoup de viande, ou certains diraient trop, ils ont donné de la glycine en poudre en contrepartie. Donc, je sais plus, c'était peut-être 10 ou 20 grammes de glycine par jour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les effets négatifs de la consommation de viande sur le système cardiovasculaire, etc., étaient annulés. Donc, en fait, on se rend compte que est-ce que manger de la viande, c'est mal? Oui, si tu manges que ça et que tu manges pas ce qu'il faut derrière, donc la glycine, le collagène, pour contrebalancer. Maintenant, est-ce qu'on peut se passer de manger de viande? C'est un autre sujet. Est-ce que le véganisme, ça marche? C'est un autre sujet. Je pense qu'on n'a pas le temps maintenant. On pourrait le Euh, traiter dans ce poste. Mais en tout cas, on peut suivre un régime très chargé en matière animale, en viande, et, et être en parfaite santé si on mange toute la bête comme faisaient nos ancêtres. Mhm. Ça me parle, ouais. Écoute, Christian, j'ai encore 10 000 questions, mais voilà, il nous reste 3 minutes pour rester dans ce format 30 minutes. Mais si je résume maintenant, je vais le résumer moi, c'est notre dernier entretien, c'était réduire un maximum les huiles végétales qui sont chauffées. On a parlé de ces huiles industrielles. Donc ça à réduire un maximum, notamment au niveau cardiovasculaire. Après, tu as parlé de ce fameux bouillon d'os qu'on trouve aussi en complément, bien sûr, parce que ça peut être quand même du boulot de faire un bouillon d'os, ça prend du temps.
Donc là, on peut se complémenter par du collagène, collagène glycine. Tu as nommé notamment Profil, qui est un de nos partenaires, hein, on peut quand même le citer, je pense, profil.ch ou .com, qui propose un bon produit. Et aujourd'hui, tu as cité de trouver un équilibre entre la consommation des viandes animales ou végétales, mais d'après ton avis, plus animales, pour avoir ces méthionines, mais de trouver un équilibre de nouveau avec ce fameux bouillon d'os ou collagène glycine. Est-ce que ça, c'est bien résumé? Tout ça dans le but de pouvoir être dans la prévention de santé physique et mentale aussi, mais aussi dans la performance. On a quand même un public de performance. Je pense que de suivre ces conseils, ça peut que leur permettre d'atteindre plus facilement leurs objectifs, réduire le risque de blessure, pouvoir, je pense aussi au niveau cognitif, de pouvoir développer aussi la mémoire du mouvement. J'ai beaucoup de clients que je coach, qui intègrent un mouvement et que je revois une semaine après et que le mouvement n'est plus là. Et je pense qu'il y a des liens à faire avec ce que tu nommes, avec certains neurotransmetteurs notamment. Donc, est-ce que ce résumé te convient? En gros, il est très Je pense simple. que je pense que c'est très bien résumé. Et Que les gens doivent prendre avec, c'est que on peut, de manière globale, assez bien équilibrer le tout en intégrant certains concepts. Je pense qu'un bon programme de nutrition, il doit intégrer cet équilibre glycine-méthionine, ce genre de choses dont on a parlé. Il doit apporter suffisamment de nutriments, comme l'alimentation nutrivore le préconise. Beaucoup de nutriments, beaucoup de groupes méthyl, beaucoup de B9, de B12, etc., de zinc, de magnésium. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut savoir que selon les spécificités génétiques des gens, on va devoir agir d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas tout qui marche avec tout le monde. Et là, c'est là que c'est intéressant en fait d'avoir du coaching nutrition individualisé, parce qu'on peut, soit via les symptômes, soit par des analyses génétiques pour être certain de ce qu'on veut chercher, savoir quel est le terrain chez la personne, et puis du coup adapter l'alimentation et puis augmenter du coup son bien-être, sa performance et surtout sur le long terme, comme tu disais, pour la santé articulaire, pour la santé cardiovasculaire, c'est extrêmement important. donc là, il nous reste quelques secondes. Donc, si je résume, personnaliser un max la nutrition, c'est pouvoir optimiser ses performances et aussi sa prévention dans la vie. Et c'est également la même chose dans la préparation physique, à mon avis. On va toujours plus cibler du personnel parce qu'on est chacun différent, génétiquement, on est différent, neurologiquement, on est différent. Donc, n'hésitez pas à contacter Christian Payton, nutrivore.ch, c'est juste. C'est juste. Puis, voilà, si tu as encore un mot avant que ça coupe, mais ça va couper tout bientôt. La prochaine fois, il faut vraiment qu'on parle de l'axe guerrier et soucieux. On fera un truc que là-dessus. Ça marche. Qui cible bien la dopamine, ce sera intéressant. Merci Christian, je te